Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Renan-Popin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL où nous couvrons toute l'actualité du territoire des Laurentides, d'une partie de la Naudière et d'une partie de l'Outaouais. Nous commençons cette semaine à Mont-Laurier où, lors de la dernière séance, les membres du conseil municipal ont procédé à l'adoption de la politique d'habitation de la ville. En réponse à la crise du logement, la rédaction de cette politique permet de définir la vision du développement de l'habitation sur le territoire au cours des prochaines années. Une démarche de consultation citoyenne regroupant plus de 400 personnes a permis d'alimenter la réflexion du conseil municipal pour l'adoption de cette politique. Le document prend en compte divers facteurs tels que la croissance des coûts reliés à l'habitation, l'évolution du portrait démographique, le plan d'urbanisme de la ville, les programmes d'aide financière et l'accessibilité au logement. Elle propose une approche locale afin de répondre aux enjeux réels du territoire. La municipalité vise à définir un plan d'action en partenariat avec les acteurs du milieu. Le maire Daniel Bourdon mentionne que le conseil municipal est très fier d'adopter cette politique qui permet de déterminer les grandes orientations quant au développement du territoire de la ville et de répondre aux besoins évolutifs de la population. Il ajoute que la démarche de consultation a par ailleurs permis de mobiliser divers acteurs, autant du milieu communautaire que des affaires, afin de favoriser les échanges et de mieux déceler les réalités de chacun. L'objectif est de créer des environnements de vie diversifiés et qui répondent aux besoins des citoyens en matière d'habitation. Pour consulter la politique d'habitation de la ville de Mont-Laurier, visitez le villemontlaurier.qc.ca dans l'onglet Services aux citoyens, Habitation. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que des travaux de rinçage du réseau d'aqueduc auront lieu cette semaine. Rappelons que cette intervention d'entretien annuel a pour but d'assurer la longévité et le bon état du réseau de distribution, ainsi qu'à maintenir la qualité de l'eau. Les opérations de rinçage n'ont aucun impact sur la consommation de l'eau et les travaux n'entraîneront aucune coupure d'eau de longue durée. Les équipes manipuleront les bornes d'incendie et les vannes de rue sur le territoire, pouvant occasionner une baisse de pression temporaire ou une eau qui semble brouillée ou colorée. Les citoyens sont encouragés à laisser couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle redevienne claire. Afin de suivre l'état de la situation des travaux, les citoyens sont invités à visiter le villemontlaurier.qc.ca dans l'onglet Services aux citoyens, aqueduc et avis d'ébullition. Une baisse de pression pourrait être observée. Il faudra porter une attention particulière à la couleur de l'eau avant de la consommer ou d'effectuer de la lessive. Il y a possibilité que l'eau soit d'une couleur rougeâtre. Dans ce cas, la Ville conseille de laisser couler l'eau froide quelques minutes avant de la consommer. Pendant ces travaux, l'eau demeure potable. Aucun avis d'ébullition préventif ne sera en vigueur en lien avec ces opérations. La Ville de Mont-Laurier désire remercier les citoyens de leur précieuse collaboration. La Ville de Mont-Laurier, en collaboration avec le cinéma Laurier, est fière d'annoncer le retour de la programmation du ciné-répertoire les dimanches à 15h30 et les mardis à 19h au cinéma Laurier. Le ciné-répertoire sera présenté jusqu'au 26 novembre prochain. Pour consulter la programmation complète ou pour plus de détails, visitez l'onglet des activités culturelles au villemontlaurier.qc.ca. Les billets sont en vente à la billetterie du cinéma Laurier au coût de 9,50 $. La politique de gestion du fonds vert étant maintenant adoptée, la municipalité de Valmorin est à la recherche de projets porteurs, novateurs, afin de protéger l'environnement, les écosystèmes, la biodiversité et de sensibiliser la population valmorinoise sur ces enjeux. Qu'il s'agisse d'études ou travaux de recherche, d'activités ou campagnes de sensibilisation ou d'éducation, d'actions structurantes, d'événements de nature environnementale ou de projets visant la protection de l'environnement, les projets peuvent être soumis par des organismes de Valmorin. Ils doivent poursuivre une mission basée sur les orientations de la politique en environnement en vigueur, en plus de correspondre aux thèmes de la politique, soit l'eau, le sol, l'air, la biodiversité, la gestion des matières résiduelles, la lutte contre les changements climatiques ou la consommation d'énergie. Les projets déposés seront analysés et étudiés par le comité consultatif en environnement. La municipalité a constitué un fonds disposant d'une enveloppe globale de 20 000 $ pour soutenir les projets répondant aux critères recherchés. La mairesse de Valmorin, Donna Salvati, mentionne qu'avec cette enveloppe de 20 000 $, les membres du conseil souhaitent favoriser l'émergence d'initiatives visant la protection des richesses naturelles sur le territoire. Elle ajoute que les événements perturbateurs qui se produisent en raison des changements climatiques sont beaucoup plus fréquents qu'auparavant et qu'il est donc du devoir à tous d'agir afin de protéger l'environnement. Pour en connaître davantage sur les critères d'admissibilité et sur les étapes à suivre pour le dépôt d'un projet, visitez le site web de la municipalité de Valmorin. C'est l'automne, le temps de l'abondance des récoltes. C'est le temps de faire le plein de bons fruits et légumes. Cette abondance apporte aussi, malheureusement, son lot de pertes et de gaspillage. Personne n'y échappe, mais il existe heureusement des trucs simples pour optimiser chaque aliment.
L'experte Florence Léa Siri débarque à Valmorin pour vous présenter ses trucs et astuces pour arriver à mieux gérer votre frigo et votre garde-manger. Vous l'avez sûrement déjà vu dans votre télévision aux côtés de Stéphane Bellavance à l'émission Moi je mange à Télé-Québec, entre autres. Cette experte, c'est l'experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sa mission d'éducation populaire l'amène à animer une centaine de conférences par année. Elle accompagne les entreprises, institutions et organismes en développant des contenus ou des formations en ligne sur mesure. Elle sera à Valmorin au Théâtre du Marais le 3 novembre à 15 h. C'est lors de la dernière séance du conseil municipal que la municipalité de Valmorin a officiellement adopté une nouvelle politique de répartition des coûts des travaux municipaux. Cette politique a été réalisée avec l'objectif d'assurer une répartition équitable des coûts liés aux travaux d'infrastructure, d'aménagement urbain et de services publics entre les contribuables de l'ensemble du territoire et les résidents directement concernés par les travaux. Avec l'ajout ou la réfection fréquente d'infrastructures ou encore avec les mises aux normes nécessaires, les municipalités doivent faire face à des investissements importants. Visant l'équité et la transparence face au processus de décision relatif à la réalisation des travaux municipaux, cette politique cible donc les travaux suivants. Les infrastructures, nous parlons de la construction ou réfection des routes, trottoirs, égouts et systèmes d'approvisionnement en eau. Les aménagements urbains, soit les espaces verts, parcs, terrains de jeu et projets d'embellissement, et les services publics, soit l'éclairage, la signalisation et autres infrastructures de services. Le principe de base de cette politique prévoit que le coût de construction des nouvelles infrastructures est imputé aux promoteurs ou aux résidents des secteurs concernés, tandis que les frais de réfection des infrastructures routières existantes sont répartis entre l'ensemble des contribuables de la municipalité et les frais de réfection des infrastructures d'égouts ou d'aqueducs sont répartis entre les propriétés raccordées ou susceptibles d'être raccordées des réseaux concernés. À titre d'exemple, le coût de réfection des chaussées et trottoirs, ainsi que l'aménagement de pistes cyclables, sera assumé par l'ensemble des contribuables de Valmorin. Le pavage d'une nouvelle rue le sera par des résidents du secteur concerné et la réfection d'un tronçon du réseau d'aqueduc le sera par les propriétés raccordées ou susceptibles d'être raccordées au réseau d'aqueduc de la municipalité. La MRC d'Antoine Labelle annonce la fin de la saison estivale du parc linéaire Le Petit Train du Nord pour le tronçon situé sur son territoire, en plus de la réalisation de certains travaux d'amélioration et d'entretien. Rappelons que des travaux d'amélioration sont en cours et que d'autres sont à prévoir. Il est donc important d'éviter de circuler sur la piste fermée afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les délais prescrits. En plus de ces travaux, la MRC travaillera dans les prochaines semaines à l'entretien des infrastructures du parc. Elle remercie tous les utilisateurs de respecter les consignes qui visent la conservation et la pérennité des lieux, ainsi que la sécurité des travailleurs et de la population. C'est lors de sa séance du 22 octobre dernier que le conseil de la MRC d'Antoine Labelle a confirmé le renouvellement de la gestion d'une partie du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la grande région des Laurentides pour la période 2024-2027. En septembre dernier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé une enveloppe de plus de 500 000 $ pour la région des Laurentides. Les 4 MRC concernés par l'aménagement forestier en territoire public dans les Laurentides ont désigné parmi elles une MRC responsable de la gestion et de la mise en œuvre des mandats de l'entente de délégation du programme d'aménagement durable des forêts. Et alors que la dernière entente est arrivée à échéance le 31 mars dernier, les MRC d'Antoine Labelle, des Laurentides, des Pays d'en Haut et d'Argenteuil signeront dans les prochaines semaines la 4e entente de délégation attribuant à Antoine Labelle la gestion de ce mandat. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts assure la planification et la gestion de l'aménagement durable des forêts publiques du Québec et a le pouvoir de déléguer certaines responsabilités aux MRC de la même région administrative via le programme d'aménagement durable des forêts. Ce programme vise 3 principaux objectifs. La MRC est d'abord chargée de coordonner les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire afin de documenter les divers enjeux liés à l'aménagement forestier. Elle mène également les consultations publiques sur la planification forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. De plus, la MRC soutient les initiatives visant à valoriser l'aménagement forestier, favorise la mise en œuvre de stratégies forestières régionales et accompagne la réalisation des travaux d'aménagement sur les territoires forestiers résiduels ou les chemins multi-usages. Pour réaliser ces mandats, la MRC d'Antoine Labelle s'appuie sur l'expertise de son service de gestion intégrée des ressources naturelles, composé d'un directeur de service, d'une chargée de projet, d'un géomaticien et d'une adjointe administrative, tous dédiés à la gestion des ressources et des activités en territoire forestier.
La MRC d'Antoine Labelle tient à remercier les MRC de la région des Laurentides pour la confiance accordée à son équipe dans l'exécution de ce mandat. Rappelons que l'aménagement durable des forêts est régi par la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et a pour but de maintenir ou améliorer la santé à long terme des écosystèmes forestiers afin d'offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain les avantages environnementaux, économiques et sociaux que procurent ces écosystèmes. Ainsi, la MRC d'Antoine Labelle contribue à l'harmonisation des différents usages de la forêt selon les droits consentis et les orientations prescrites par la loi. Elle souhaite participer au partage du territoire public afin de rendre possible les différentes activités et d'en faire une utilisation responsable. Par la coordination des tables de gestion intégrées des ressources et du territoire, la MRC s'assure de recueillir les intérêts et les préoccupations des personnes et des organismes concernés par les différentes activités d'aménagement forestier, soit les territoires fauniques structurés, les organismes en environnement, les acériculteurs, les clubs de VHR, les entreprises forestières et plus encore. Ces membres des tables de gestion intégrées des ressources et du territoire fixent également des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et conviennent des mesures d'harmonisation à leurs multiples usages de la forêt. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite les usagers et usagères des chemins forestiers en territoire public dans les secteurs des réserves fauniques de Papineau-Labelle et Rouge-Matawin à faire preuve d'une grande prudence à la suite de la tempête suivant l'ouragan Debbie qui a eu lieu du 9 au 11 août dernier. Cette tempête a apporté des quantités très importantes de pluie en peu de temps, ce qui a provoqué le bris de chemins multi-usages. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été proactif afin de soutenir les usagers et usagères du territoire. Le ministère a déployé des équipes dans les régions des Laurentides et de la Naudière pour recenser les endroits touchés. À la suite de l'information reçue des partenaires présents sur le territoire, le ministère a fait voler des drones et a procédé à certaines fermetures temporaires de chemins. La route 1, dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, est toujours fermée. Pour des raisons de sécurité, les usagers sont invités à faire preuve de vigilance et à signaler tout bris de chemin au laurentide.forêt@mrnf.gouv.qc.ca. Ces informations permettent au ministère d'installer des panneaux de signalisation et des barrières pour annoncer la fermeture des chemins et sécuriser les lieux. Le ministère invite les usagers et usagères à respecter la signalisation en vigueur et à prévoir leur déplacement en conséquence. Le conseil d'agglomération de Mont-Tremblant a annoncé lors de la dernière séance sa décision de ne pas renouveler les ententes intermunicipales actuelles avec les municipalités de Mont-Blanc, Lac-Supérieur, Amherst, La Minerve, le canton d'Arundel, Huberdeau, Montcalm et la ville de Barkmere relatives à la fourniture de services de sécurité incendie qui prendra fin le 31 décembre 2026. Ces ententes, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, avaient été conclues afin de coordonner les efforts de sécurité incendie dans la région. Depuis la signature de ces ententes intermunicipales il y a 3 ans, la ville de Mont-Tremblant a engagé des réflexions qui lui ont permis de relever et d'anticiper d'importants défis pour le futur, tant sur le plan municipal que pour le service des incendies de la ville de Mont-Tremblant. À l'approche de l'échéance de ces ententes, elle a pris la décision de réévaluer les modalités actuelles et de ne pas prolonger les ententes afin de concerter ses efforts sur ses propres opérations à l'intérieur d'un territoire plus limité. Notez que Mont-Tremblant croit être en mesure de conserver les ententes avec les municipalités de la Conception, Brébeuf et Lac-Tremblant-Nord. La ville de Mont-Tremblant souhaite rassurer la population que la sécurité publique demeure importante. Les municipalités concernées ont reçu un avis officiel de cette décision pour leur permettre d'étudier des alternatives dans un délai raisonnable visant à limiter les répercussions possibles. Pour l'instant, les ententes seront respectées, et ce, jusqu'à leur terme. La Ville tient à souligner sa volonté de maintenir la collaboration régionale de la gestion des services de sécurité incendie pendant la période de transition qui suivra. Revenez-nous après la pause. Jusqu'au 3 novembre, la salle Alphonse Desjardins accueillera l'exposition Hôtels et pensions, les débuts de la villégiature, présentée par la Société du patrimoine Sopabic. Profitez de cette occasion unique pour plonger au cœur de l'histoire et découvrir les origines de la villégiature sur le territoire. À travers une sélection d'objets d'époque, de photographies historiques et de documents d'archives, découvrez comment ces premiers établissements ont façonné le paysage culturel et économique de la région. L'exposition aura lieu à la salle Alphonse Desjardins à l'Hôtel de Ville. Visitez le site web de la Ville de Mont-Tremblant pour consulter l'horaire de l'exposition. Pour tout renseignement, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. La Ville de Mont-Tremblant et sa ville jumelle, Châtel en France, offrent un stage rémunéré à Châtel à un ou une étudiant de Mont-Tremblant.
La Ville de Mont-Tremblant prend en charge le coût du transport aérien jusqu'à concurrence de 1 200 $, alors que l'hébergement est offert gratuitement par la famille du stagiaire de Châtel. Pour être admissible, vous devez répondre aux critères suivants: résider à Mont-Tremblant, être aux études et âgé de 18 à 29 ans, être disponible de 6 à 8 semaines entre la fin juin et la fin août 2025. Vous devez vous assurer que votre famille accepte d'accueillir à la maison un stagiaire de Châtel pendant votre absence. Remplissez le formulaire en ligne avant le 15 janvier 2025. Votre curriculum vitae et une lettre de motivation vous seront demandés. La Ville de Mont-Tremblant réaffirme son engagement dans la lutte contre les changements climatiques en devenant la deuxième ville du Québec à instaurer une écotaxe sur les émissions de gaz à effet de serre, une mesure visant à compenser les impacts environnementaux générés par les nouvelles constructions. L'écotaxe sur les GES représente une avancée importante et efficace pour la protection de l'environnement à Mont-Tremblant. Elle est avant tout un outil collaboratif et bénéfique pour la communauté et non une mesure punitive. Elle est conçue dans une volonté de compenser les émissions de gaz à effet de serre associées au projet de construction et de protéger la végétation qui joue un rôle clé dans la captation du CO2. Cette mesure complémentaire s'inscrit dans les actions du Plan climat 2021-2025 et du Plan d'action en environnement 2021-2025 de la Ville de Mont-Tremblant, tout en suivant une approche d'éco-fiscalité promue par le gouvernement du Québec pour encourager les pratiques de construction respectueuses de l'environnement et les comportements éco-responsables. Tous les fonds récoltés serviront exclusivement à financer des projets écologiques locaux tels que la plantation d'arbres, des initiatives de conservation de la biodiversité et des actions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'écotaxe est calculée en fonction de la superficie au sol du bâtiment. Le montant prélevé reflète l'impact environnemental d'une construction. Par exemple, pour un bâtiment résidentiel d'un étage de 80 mètres carrés, la taxe s'élève à 126,35 $. Toutefois, pour le même bâtiment, mais sur 2 étages dont la superficie totale est de 160 mètres carrés, le coût de la taxe n'augmentera pas. L'écotaxe s'appliquera uniquement aux nouvelles constructions de 70 mètres carrés et plus. Elle n'est prélevée qu'une seule fois au moment de l'émission du permis de construction. De plus, en réponse aux commentaires et suggestions formulés lors de la consultation du 4 septembre concernant le projet de règlement, il a été décidé que les agrandissements et les garages ne seront pas concernés par cette mesure. La Ville de Mont-Tremblant a adopté sa politique de l'habitation, un projet attendu par la population et essentiel pour répondre aux enjeux d'accessibilité et d'abordabilité en matière d'habitation. Après un long processus de consultation et d'analyse, la politique de l'habitation sera désormais un pilier fondamental dans la stratégie de développement résidentiel de la Ville, avec un accent particulier sur l'accessibilité des logements pour tous et toutes. Cette politique découle d'un travail de réflexion entamé en 2022 dans le but de définir une vision claire pour le développement de l'habitation à Mont-Tremblant. Face à une croissance démographique soutenue, il est devenu nécessaire de créer de nouveaux logements tout en assurant l'inclusion et l'abordabilité pour les familles, les travailleurs et les travailleuses, ainsi que les personnes à faible revenu. Avec cette politique, la Ville s'engage à diversifier son offre résidentielle et à stimuler la création de logements sociaux et abordables. La politique de l'habitation s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier est la diversification de l'offre résidentielle. Pour attirer et retenir de nouveaux ménages, Mont-Tremblant adaptera ses règlements afin de favoriser des typologies de bâtiments diversifiés et adaptés aux besoins des différents segments de la population, notamment la main-d'œuvre. Le deuxième axe est la consolidation et densification des milieux de vie. La Ville s'efforcera de développer les infrastructures urbaines tout en limitant l'étalement et en préservant le parc locatif existant. Le troisième axe est le développement de logements sociaux et abordables. Des initiatives seront mises en place pour garantir que les logements soutenus par la Ville restent abordables à long terme, avec une collaboration étroite avec des partenaires régionaux et provinciaux. Ce projet ambitieux a impliqué un comité regroupant des représentants de la Ville ainsi que des acteurs et actrices du secteur de l'habitation. Ensemble, les membres du comité ont identifié les enjeux et les solutions à mettre en place pour soutenir une offre résidentielle adaptée et abordable. Catherine Drouin, membre du Conseil et du Comité sur la politique de l'habitation, s'est exprimée à ce sujet. Elle mentionne que l'adoption de cette politique marque une étape cruciale pour Mont-Tremblant et que la Ville veut s'assurer que chaque citoyen, peu importe sa situation financière, ait accès à un logement qui correspond à ses besoins. Elle ajoute que cet outil aidera la Ville à avoir une planification intelligente qui favorise une mixité sociale, qui est un aspect très important pour les membres du Conseil. La Ville mettra en œuvre divers moyens financiers, réglementaires et fonciers pour atteindre les objectifs fixés dans cette politique. Parmi les mesures, on compte l'identification de nouveaux incitatifs fiscaux pour encourager la construction de logements abordables, le ciblage de terrains pour de futurs développements résidentiels, ainsi que des programmes de soutien pour la rénovation et la préservation du parc locatif.
De plus, la Ville entend maintenir la taxation sur les résidences de tourisme en vigueur depuis 2023, nécessaire pour réguler le marché et soutenir le développement des logements abordables. Avec ces actions, Mont-Tremblant se dote d'outils concrets pour faire face aux défis de l'habitation et s'assurer que tous les citoyens actuels et futurs puissent trouver un logement adapté à leurs besoins. Cette politique de l'habitation s'inscrit également dans le cadre de la refonte en cours de son plan d'urbanisme en réponse aux nouveaux enjeux du territoire en termes d'habitation. À l'approche de la saison hivernale, avec une circulation attendue des virus et infections respiratoires, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides invite la population à se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe pour protéger leur santé et celle des autres. Depuis le 16 octobre, la campagne de vaccination a débuté dans la région et offre gratuitement à toute la population le vaccin contre la grippe et la COVID-19 et à certains groupes le vaccin contre les infections à pneumocoque. La vaccination est particulièrement recommandée aux personnes qui risquent de développer des complications si elles contractent ces virus et infections respiratoires. Les personnes vulnérables ou à risque sont encouragées à prendre rendez-vous dès maintenant. Il s'agit des personnes résidant en centre d'hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables, des personnes âgées de 60 ans et plus, des personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique, des femmes enceintes et les parents de bébés de moins de 6 mois, des travailleurs et travailleuses de la santé, des adultes vivant en région éloignée ou isolée. La population générale peut aussi prendre rendez-vous. Pour faciliter l'accès aux services, la vaccination est offerte dans l'ensemble des points de services locaux de la région ainsi que dans certaines pharmacies communautaires. Il est possible de recevoir les vaccins contre la COVID-19 et la grippe lors de la même séance de vaccination. La prise de rendez-vous est obligatoire en ligne sur clicsanté.ca par téléphone au 1-877-644-4545. Afin de limiter la propagation des virus et mieux protéger les personnes plus vulnérables, la Direction de santé publique des Laurentides rappelle également l'importance de poursuivre les mesures de prévention telles que le lavage des mains, la limitation des contacts ou le port du masque en cas de symptômes. En présence de fièvre, il est aussi recommandé de rester à la maison. Le C3S des Laurentides est fier d'annoncer que la Maison des aînés et alternative de Blainville, inaugurée en janvier dernier, vient d'accueillir une deuxième vague de résidents ayant des besoins spécifiques. Ce sont donc 48 places d'hébergement qui sont comblées sur les 72 places disponibles. La Maison des aînés et alternative de Blainville est différente du reste des maisons des aînés qui ont ouvert leurs portes dans la région des Laurentides. Elle est divisée en deux sections, la maison alternative et la maison des aînés. La maison alternative, qui compte 48 places, accueille des adultes présentant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et des besoins importants de soutien quotidien. À la maison des aînés, dont la troisième phase d'accueil est prévue pour décembre 2024, 24 places seront dédiées à des aînés qui sont en très grande perte d'autonomie et qui présentent également une déficience physique ou une déficience intellectuelle. Rappelons que la Maison des aînés et Maison des aînés et alternatives. Rappelons que les maisons des aînés et maisons des aînés et alternatives sont construites dans l'optique de recréer l'environnement d'un domicile, offrant aux résidents et à leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. Au cours des derniers mois, les Laurentides ont inauguré 4 MDA en plus de la MDAA de Blainville. Ces nouvelles installations s'ajoutent aux centres d'hébergement et de soins de longue durée déjà existants sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d'hébergement pour mieux répondre aux besoins. L'attribution des places dans tous les milieux de vie se fait à partir du mécanisme d'accès à l'hébergement qui assure l'accessibilité et la gestion de l'ensemble des demandes et des places d'hébergement des Laurentides. Le C3S des Laurentides pourra recruter 34 nouveaux médecins au cours de l'année 2025. Ce sont également 11 médecins en mobilité interrégionale, soit des médecins pratiquant déjà dans une autre région et souhaitant se déplacer, que pourra accueillir le C3S dans la région. C'est ainsi un total de 45 médecins qui sont attendus dans les Laurentides au cours de la prochaine année. Mme Julie Delaney, présidente directrice générale du C3S de Laurentides, accueille positivement cette annonce. Elle mentionne que l'arrivée de ces médecins contribuera certainement à améliorer l'accès à des soins et services sociaux de qualité pour la population des Laurentides. La répartition des effectifs médicaux est réfléchie de manière à prioriser les besoins majoritaires qui concernent principalement le soutien à domicile, l'hospitalisation et les soins d'urgence. Parallèlement, la prise en charge en médecine familiale est également priorisée dans plusieurs régions, mettant en avant l'importance de l'accessibilité aux soins de santé primaires. L'objectif principal étant toujours de répondre aux besoins de la santé et des services sociaux de la population. Cette nouvelle fait suite à l'annonce du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, quant à l'ajout de 458 médecins de famille dans l'ensemble des régions du Québec.
Rappelons que chaque année, les régions se voient octroyer par le ministère un nombre de postes en médecine de famille afin de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux au sein de la province. Cette répartition est réalisée en fonction de l'écart observé entre les besoins et les ressources de chaque région. Revenez-nous après la pause. La ville de Saint-Sauveur est fière d'inviter ses citoyens et ses visiteurs à visiter sa toute nouvelle exposition de photographie extérieure. L'exposition, intitulée Saint-Sauveur Ville culturelle, est en place jusqu'au 25 novembre au parc Georges Filion. L'exposition réunit les œuvres de photographes amateurs et professionnels de la communauté sauveuroise. Moment unique, tradition vivante et scène de la vie quotidienne, les photographies offrent une perspective authentique de la culture locale. Du 10 juin au 11 août, les Sauveurois et Sauveuroises amateurs de photographie étaient invités à capter sur pellicule leur représentation de la culture sauveuroise dans le cadre d'un concours de photos. Grâce à la participation du Club photo des Pays d'en haut au projet, les œuvres des photographes amateurs sélectionnés côtoient aujourd'hui celles de photographes professionnels du territoire sur une structure à 4 faces visible de jour comme de soir. En effet, le mobilier muséal urbain choisi s'illumine en soirée, ce qui permet d'admirer les photos à tout moment, tout en bonifiant le sentiment de sécurité des piétons durant la nuit. Fruit d'une collaboration avec le Club de photo des Pays d'en haut et d'une participation citoyenne, ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la ville de Saint-Sauveur dans le cadre de l'entente de développement culturel en 2024. Pour plus d'informations sur l'exposition Saint-Sauveur Ville culturelle, communiquez avec le service des communications et de relations avec les citoyens de la ville de Saint-Sauveur. La ville de Saint-Sauveur repousse la réouverture de l'intersection du chemin du lac Miette et de l'avenue de la Gare au 8 novembre. À l'écoute et sensible aux réalités des commerçants situés sur le chemin du lac Miette, la ville a, dans les derniers mois, revu le séquençage initial des travaux ainsi que certains aménagements afin de permettre un meilleur accès au commerce tout en demeurant sécuritaire. La ville a, par conséquent, apporté de nombreuses modifications à ses échéanciers et à ceux de ses fournisseurs. Bien que profitables, ces changements forcent un décalage de quelques jours dans la production et la livraison du granit qui doit border les trottoirs et traverses piétonnes. La ville est consciente que ces travaux représentent un inconvénient pour les citoyens et commerçants du secteur et dans cette optique, continue de tout mettre en œuvre pour mener à bien les travaux le plus rapidement possible tout en préservant l'effervescence économique caractéristique de ce secteur dans un cadre sécuritaire. C'est avec une très grande fierté que la ville de Saint-Sauveur a inauguré son nouveau skatepark en compagnie de représentants de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Des firmes ayant collaboré au projet, de ses partenaires régionaux, des médias et des maires de la ville et de la MRC des maires des villes de la MRC des Pays d'en haut et des Laurentides. Situé au parc John H. Molson, le nouveau skatepark d'une superficie de 1140 m², a été conçu de manière à offrir des modules évolutifs pour les utilisateurs de tous âges et de tous niveaux. Les modules créés de tracés linéaires et plus sécuritaires qui sauront plaire tant aux planchistes qu'aux adeptes de trottinettes et favoriseront leur progression. Le skatepark comprend 7 rampes, 9 boîtes de glisse et au-delà de 15 modules, incluant un quart de lune, un volcan, des pyramides ainsi que des plateaux d'équilibre. Ces modules s'élèvent à des hauteurs qui varient entre 1 demi-mètre et 2 mètres. Les surfaces d'asphalte traditionnelles ont été remplacées par du béton lisse qui permet un roulement plus doux et une plus grande sécurité en cas de chute. La ville a également veillé à harmoniser ce plateau sportif avec son environnement et la nature qui l'entoure grâce à des aménagements paysagers qui offrent une expérience visuelle d'exception aux utilisateurs et aux spectateurs. Afin de respecter ses engagements en termes de développement durable et réduire son empreinte environnementale, la ville a conçu les murets de soutènement ainsi que les aménagements paysagers avec des matériaux granulaires et des blocs récupérés lors des travaux effectués durant la saison estivale, notamment ceux des opérations d'excavation pour la construction du skatepark. La butte pour la glissade sur neige en hiver, autrefois construite chaque année à l'aide de canons à neige, a également été intégrée de manière permanente au skatepark. Cette structure offre aux visiteurs un espace de repos surélevé ainsi qu'un point de vue sur l'ensemble du plateau sportif. Cette inclusion permettra à la ville de réduire son impact environnemental, de même que les coûts d'opération dédiés à la construction de la glissade sur neige qui sont de 10 000 $ par année. À l'écoute de ses citoyens et soucieuse d'élaborer un concept répondant aux besoins, la Ville avait tenu une consultation publique en mai 2021 afin de récolter les désirs et propositions des près de 75 usagers du skatepark. Ouvert depuis le mois dernier, le skatepark a déjà accueilli des centaines de planchistes et ravi les citoyens qui l'attendaient avec impatience depuis plusieurs mois.
L'inauguration a été suivie d'une fête citoyenne animée par Technical Skateboards où des performances professionnelles, cliniques de skate, création artistique en direct, prix de présence, kiosques de diverses entreprises du milieu du skatepark et DJ étaient au rendez-vous. Ce sont près de 750 citoyens de tous âges qui ont assisté à l'événement. Dans un esprit d'amélioration continue, la Ville de Saint-Sauveur invite ses résidents à évaluer ses outils de communication et l'usage qu'elle en fait. Publié sur sa nouvelle plateforme de consultation citoyenne, le sondage aborde le site Web, les réseaux sociaux, les infolettres, les journaux locaux et nationaux, le bulletin municipal, le Sauveur-Roi, le calendrier municipal, les enseignes, les publicités, la balado-diffusion, la télévision communautaire ainsi que la radio traditionnelle. En ligne jusqu'au 9 novembre inclusivement, le sondage invite les Sauveur-Roi à s'exprimer sur les orientations que devrait adopter la Ville de Saint-Sauveur en termes de communication afin de mieux répondre à leurs besoins et aux tendances. Pour plus d'informations sur le sondage, vous pouvez communiquer avec le service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saint-Sauveur. C'est avec fierté que le transport adapté et collectif des Laurentides célèbre les 20 ans de l'Inter des Laurentides, un service de transport collectif qui a profondément marqué la région des Laurentides. Sous le thème de la connexion, la campagne promotionnelle des 20 ans de l'Inter illustre le lien établi entre les citoyens, les municipalités, la nature, les organismes, les établissements scolaires et les employeurs. Cette connexion se concrétise grâce aux 115 arrêts d'autobus, dont 12 sont à proximité de stationnements incitatifs et 17 sont des arrêts de correspondance avec le service de taxibus. Pour marquer cet anniversaire, le transport adapté et collectif des Laurentides est heureux d'offrir la gratuité à bord de ces autobus le 6 novembre prochain. De plus, en reconnaissance de leur fidélité, les utilisateurs de titres mensuels recevront une bouteille d'eau à l'effigie des 20 ans de l'Inter. Depuis déjà 20 ans, l'Inter des Laurentides sillonne le territoire de la MRC de Laurentides, de la MRC des Pays d'en Haut et depuis 2017 de la MRC de la Rivière-du-Nord, s'affirmant comme une véritable ligne structurante du réseau de transport collectif de la région. Le premier horaire de l'Inter a vu le jour le 29 novembre 2004, proposant 2 itinéraires, l'un reliant Saint-Sauveur-à-la-Belle et l'autre Mont-Tremblant à Sainte-Anne-des-Lacs, totalisant 6 départs par jour en semaine et fin de semaine. En 2006, l'offre de service a été élargie avec un itinéraire de Mont-Tremblant à la gare de Saint-Jérôme, augmentant le nombre de départs à 10 en semaine et à 4 la fin de semaine. En 2024, un départ supplémentaire a été ajouté en semaine, portant le total à 20 départs en semaine et à 14 la fin de semaine. Il convient également de souligner que les services ont été maintenus durant la pandémie et que le coût du passage unique n'a augmenté qu'une seule fois en 20 ans, passant de 5 à 6 $ en 2018. La vente de titres mensuels a triplé depuis 2019 et le nombre de passages a grimpé de 13 825 en 2005 à 137 231 en 2023, témoignant de l'engagement des usagers envers ce service et de l'accroissement de la demande. Par cette campagne, le transport adapté et collectif de Laurentides souhaite mettre en lumière l'évolution des services offerts au fil des années en réponse à la demande et aux ressources mises à sa disposition. Les usagers qui se trouvent au cœur des services sont soutenus par un fournisseur de confiance dont l'engagement est essentiel au succès de l'Inter. Cet anniversaire sera l'occasion de reconnaître l'engagement des usagers et de valoriser le travail des employés et employés de première ligne, en particulier le personnel du service à la clientèle et les chauffeurs d'autobus. Pendant les 6 prochains mois, l'implication des différents partenaires et acteurs clés sera célébrée sur les réseaux sociaux du TACL. Divers visuels des 20 ans de l'Inter ainsi que des photos des partenaires seront présentés tout au long de cette période. La MRC des Pays d'en Haut est ravie de dévoiler le lancement du tout premier programme de financement additionnel régional dans les Laurentides en partenariat avec la Ruche. Grâce à cette entente, les entrepreneurs souhaitant amorcer un virage numérique sur le territoire de la MRC pourront bénéficier d'un soutien financier accru. Les projets sélectionnés ayant réussi leur campagne de sociofinancement sur la Ruche pourront obtenir une subvention supplémentaire allant de 2 500 $ à 5 000 $. Avec une enveloppe de 10 000 $ disponible jusqu'au 1er novembre, c'est l'occasion rêvée pour les entrepreneurs de la région de donner un coup de pouce à leur projet numérique. Si vous êtes admissible, visitez dès maintenant laruchequebec.com pour soumettre votre projet et découvrir tous les détails de ce programme. La 9e édition du programme de reconnaissance aux citoyens s'est déroulée le 17 octobre dernier en présence des 20 maires de la MRC des Laurentides, des membres du Comité de sécurité publique et du représentant de la Sûreté du Québec. Ils ont remercié publiquement un citoyen pour son acte de bravoure et comportement exceptionnel en lien avec la sécurité publique. En juin dernier, Christian González-Gaité a sauvé la vie d'une personne alors qu'elle était sur le point de se noyer dans les rapides de la Rivière-Rouge.
Tout en s'assurant d'être bien équipé pour porter assistance, Christian a fait preuve d'un immense courage en allant porter secours à ce kayakiste tombé de son embarcation. Venu entouré de sa famille, Christian a exprimé devant l'Assemblée toute sa gratitude pour cette reconnaissance. Christian s'est vu remettre un certificat d'honneur ainsi que la médaille de la bravoure qui vient reconnaître un acte qui aide au maintien de la vie ou, n'eût été de cette intervention, il y aurait eu un décès ou un incident grave. Stephen Larose, président du comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides et maire de Montcalm, et le lieutenant Matthew Mulcair, responsable de poste de MRC des Laurentides-Sud, ont affirmé l'importance de souligner ces actes de bravoure. Créé en 2015 par le comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides en collaboration avec la Sûreté du Québec, ce programme est une distinction honorifique décernée à un citoyen, un regroupement de citoyens ou une association, une organisation sans but lucratif ou un organisme public, parapublic ou privé, afin de souligner une ou des actions méritoires pour lesquelles une personne est venue en aide à des semblables de façon significative et par ses actions, à contribuer à secourir un citoyen ou une citoyenne dans une situation de danger, à apporter de l'aide aux victimes d'actes criminels, de sinistres ou de tragédies et à prévenir la criminalité. Ce programme représente avant tout un partenariat remarquable entre la MRC des Laurentides et la Sûreté du Québec. La Ville de Prévost est fière d'annoncer la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'habitation innovante, un engagement d'action envers tous les citoyens et toutes les familles prévôtoises. Prévost est un lieu où la nature et le sens de la communauté sont en parfaite symbiose. L'objectif de la Ville est de préserver et de renforcer cette harmonie, car elle croit que l'habitation est bien plus qu'un simple toit. C'est le fonctionnement sur lequel repose la qualité de vie des citoyens. La Ville invite les résidents à découvrir la politique d'habitation à travers 5 thématiques qui ont guidé son élaboration, soit l'abordabilité et l'accessibilité au logement, la densité, la création de milieux de vie complets selon les principes d'éco-conception, la mobilité et l'innovation. Avec le potentiel de développement et l'augmentation de la population ces dernières années, qui devrait se poursuivre d'ici 2035, les enjeux en matière de logement et de développement durable sont réels. Offrir des logements abordables et hors marché spéculatif aujourd'hui et pour l'avenir a été au cœur des priorités de la Ville. La nouvelle politique d'habitation accorde une place importante aux aînés et aux générations futures. La politique de l'habitation prévôtoise se veut un outil innovant, mettant de l'avant le logement dans une optique où la Ville souhaite orienter la croissance résidentielle sur son territoire tout en guidant les nouveaux développements selon les principes d'éco-conception. Ceux-ci tiennent compte du développement économique, de la protection de l'environnement et du développement social. Cette politique vise à rendre le logement accessible à tous les prévôtois, peu importe leur âge, leur statut social ou leur situation financière, en accordant une attention particulière aux ménages pour qui l'abordabilité est un obstacle. Revenez-nous après la pause. La Ville de Prévost innove et annonce avec fierté le déploiement d'un nouveau service de contenants réutilisables consignés dans les commerces et restaurants participants de la Ville en partenariat avec l'entreprise Beaupac. Cette initiative est entièrement financée par le Fonds pour la consommation responsable, issu des éco-contributions appliquées à certains produits à usage unique. Elle vise à réduire la production de contenants à usage unique et à encourager des pratiques durables chez les citoyens et les commerçants en leur offrant une option simple pour transporter les plats à emporter et les restes de table. 6 restaurants prévôtois participent déjà au programme: Amir, Ben et Florentine, Les Moulins, Lafayette, Sushi Shop, Le Souki et Thai Express. La Ville de Prévost et l'entreprise Beaupac, qui offre déjà le service dans certains commerces du Québec, espèrent que plusieurs autres adhéreront au service. Le maire de la Ville, Paul Germain, mentionne que ce service de contenants réutilisables consignés est une étape importante dans la transition vers un mode de consommation plus durable et qu'il est convaincu que cette initiative, fruit d'une collaboration étroite entre la Ville, les commerçants et Beaupac, simplifiera la vie des citoyens qui veulent faire leur part dans la réduction des déchets des contenants alimentaires sans toujours savoir par où commencer. Dans le cadre de ce projet, la Ville de Prévost a bénéficié de l'expertise de Marie Bellemare, étudiante au doctorat à Polytechnique Montréal, dont la recherche-action participative a permis de déterminer les freins et motivations à l'implantation d'un système de consigne dans la municipalité. Des étapes simples permettant aux citoyens d'opter pour cette option lors de leur visite dans un commerce participant. Savourez votre repas dans un plat Beaupac réutilisable ou ramenez vos restes de repas à la maison. Pour déposer votre plat, rendez-vous à l'une des boîtes de retour situées dans l'un des stationnements du IGA Extra Marché Piché ou du métro Plus Famille Thibault. Numérisez le code QR pour accéder à l'application Beaupac. Vous recevrez votre 2 de consigne par virement Interac en suivant les instructions sur la boîte. Prévost
Prévost faisant déjà partie du trajet de distribution et de récupération des plats Beaupac, les contenants déposés dans les boîtes de retour sont ainsi récupérés par l'entreprise. Ils retournent ensuite à la station de nettoyage pour être redistribués dans les commerces. La Ville de Prévost est fière d'annoncer le lancement d'un essai pilote visant à améliorer la durabilité et la qualité de ses chemins de gravier grâce à une technique d'entretien de pointe, le traitement de surface. En effet, des travaux de rechargement granulaire suivis d'un traitement de surface ont débuté sur le territoire en septembre dernier. Cet essai pilote permettra d'évaluer l'efficacité du traitement de surface dans des conditions réelles et de déterminer son potentiel pour l'entretien futur des chemins de gravier. La Ville est convaincue que cette technologie, qui se veut innovante, économique et durable, contribuera à améliorer la qualité des infrastructures tout en respectant les engagements envers le développement durable. Le maire de Saint-Donat, Joey Deslauriers, tient à transmettre aux résidents des informations importantes en lien avec la découverte de titres miniers à Saint-Côme. Actuellement, toute possibilité d'obtenir une nouvelle concession minière ou titre minier, aussi appelé un claim, a été retirée sur l'ensemble du territoire. Évidemment, les exploitations existantes, telles la mine de silice et les gravières actuellement présentes à Saint-Donat, ne sont pas visées par cette suspension. Le territoire de Saint-Donat, principalement dédié à la villégiature et à la pratique d'activités de plein air, est totalement incompatible à l'activité minière. La municipalité poursuit cette démarche auprès du gouvernement pour que soit reconnue cette vision. Siégeant au Comité national sur les mines de l'Union des municipalités du Québec, M. Deslauriers est bien au fait des avancées présentées à l'intérieur du projet de loi numéro 63, qui contient notamment des mesures visant à réduire la spéculation sur les claims et à assurer la professionnalisation des détenteurs. Il a insisté sur l'importance de soustraire les terres privées à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation minière. Une importante avance a été obtenue à ce sujet. De plus, Saint-Donat s'est jointe aux municipalités de Notre-Dame-de-la-Merci et de Saint-Côme pour manifester sa volonté de s'opposer au projet de l'entreprise Nico Energy Inc. Il n'y a aucune acceptabilité sociale sur ce type de développement dans la région. Cela mettrait en danger la croissance des produits touristiques ainsi que la protection des plans d'eau et de l'environnement qui font la grande renommée de la région. La municipalité de Saint-Donat recherche des candidats motivés par le développement de Saint-Donat en vue de pourvoir à plusieurs postes au sein de son comité de suivi du plan de développement économique et touristique 2025-2030. Les membres du comité participeront à la définition des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan de développement économique et touristique et assureront un suivi périodique des actions réalisées. Le mandat est d'une durée de 2 ans et peut être reconduit une fois selon les modalités déterminées par la municipalité. Le comité est composé d'un minimum de 9 membres. Il siège à huis clos au moins 4 fois par année. Les personnes recherchées doivent se distinguer par leur connaissance du territoire, leur expérience ou leur expertise dans un champ d'activité relié au développement économique local et touristique ou à l'entrepreneuriat. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature en déposant une lettre de motivation décrivant leur intérêt et motivation ainsi que leur domaine d'expertise et leur champ d'expertise pertinent au plus tard le 31 octobre à 16h30. Les candidatures doivent être adressées par courriel ou par la poste à l'intention du coordonnateur au développement économique et touristique, M. Yves-Cédric Coyot, à l'adresse courriel yves-cédric.coyot@saintdonat.ca. La municipalité communiquera uniquement avec les personnes dont la candidature sera retenue. Les personnes sélectionnées seront par la suite nommées par résolution du conseil municipal. La municipalité de Moore Knights tient à informer ses résidents que des travaux de reconstruction auront lieu sur le chemin Blue Hills pour la portion comprise entre le 464 Blue Hills et quelques mètres après l'intersection Forest Hill. Les travaux ont débuté le 21 octobre et se tiendront pour une période approximative de 3 semaines. Ces travaux consistent à la reconstruction, le remplacement d'un ponceau, au reprofilage des fossés et au pavage de cette section du chemin. Les automobilistes seront appelés à faire preuve de patience et de prudence. La circulation se fera en alternance pour la durée des travaux. Pour toute question relative à cet avis, n'hésitez pas à communiquer avec José Rochon, chargé de projet au service des travaux publics et des infrastructures, au 450-226-3232 au poste 129 sur les heures d'ouverture, soit du lundi au jeudi de 7h à midi et de 12h45 à 16h30 et le vendredi de 7h à midi. La municipalité de Saint-Hippolyte est heureuse d'annoncer son nouveau portail citoyen, d'abord conçu pour bonifier l'expérience des communications et la participation citoyenne. Le portail citoyen centralise plusieurs services.
Il permet en outre de simplifier les démarches administratives des hippolytois en leur donnant accès à un large éventail de services en ligne tels que les alertes municipales, les demandes de permis, les signalements non urgents, l'inscription au loisir, les licences de chiens, les sondages, le partage de suggestions dans la boîte à outils et bien d'autres qui s'ajouteront au fil des mois à venir. En s'abonnant aux alertes municipales, les résidents pourront être prévenus en cas d'événements majeurs, mais aussi pour recevoir des rappels par courriel concernant les collectes, les consultations publiques, les événements et les séances du conseil municipal. Les personnes qui étaient abonnées aux alertes municipales avant le 8 octobre 2024 n'ont pas à s'abonner de nouveau, mais devront le faire si elles souhaitent ajouter d'autres types d'alertes à leur profil. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il suffit de se créer un compte dans le portail citoyen à l'adresse citoyen.saint-hippolyte.ca. À Saint-Hippolyte, la municipalité souhaitant soutenir la télévision locale dans sa mission de faire une différence dans la communauté, le conseil municipal a autorisé l'adhésion annuelle à TVBL au montant de 200 $. Également à Saint-Hippolyte, des résolutions ont été adoptées par le conseil municipal pour le projet de parc intergénérationnel au lac Conley afin d'autoriser le service de loisirs à aller en appel d'offres ou en demande de prix pour l'achat et l'installation des éléments suivants au parc Conley. Un toit au-dessus de la patinoire, des modules de jeux pour enfants, des modules d'hébertisme et d'escalade, un parc de planches à roulettes, un terrain de pétanque. La résolution autorise également le service de loisirs à aller en appel d'offres pour l'installation d'un système de réfrigération à la patinoire du parc Conley. La municipalité a aussi accordé un contrat pour une étude d'impact sur les déplacements dans le secteur du domaine de la colline et a accordé à l'équipe Laurence qui a été accordé à Équipe Laurence au montant de 13 700 $ plus taxes. Le conseil municipal a adopté un règlement d'emprunt de 6,5 millions de dollars pour la construction d'un nouveau garage municipal. Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a confirmé par lettre que ce projet est admissible à une aide financière pouvant atteindre 60 % des coûts. De plus, l'actuel garage municipal accueillera l'éco-centre et des locaux pour la division Parcs et Espaces verts. La municipalité de Saint-Hippolyte soumettra à la MRC de la Rivière-du-Nord le projet de création d'une aire protégée sur les terres publiques de la municipalité, lesquelles ont un potentiel de contribuer à la connectivité écologique à l'échelle régionale. Ce projet permettra non seulement de consolider la connectivité, mais aussi de protéger la biodiversité et l'habitation de nombreuses espèces fauniques d'intérêt, dont certaines en situation précaire. Notons que la municipalité s'est associée au CRPF et à l'organisme Éco-Corridor Laurentien afin de coordonner cette démarche. Toujours à Saint-Hippolyte, Moisson-Laurentide tiendra une collecte de fonds pour la Grande Guignolée des médias le 5 décembre 2024 aux 2 points de collecte suivants, sur le chemin du lac Bleu, près de l'intersection du chemin des Hauteurs, et sur le chemin du lac de l'Achigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.